Hier soir, il y a eu, vous savez, pas mal de chaos, notamment au Moyen-Orient, en Iran, plus précisément. 2 délégués s'y trouvaient, dont un nommé Munir, j'ai oublié son prénom, mais Munir était en Iran. Le chef de l'armée pakistanaise était aussi sur place, en discussion avec la partie iranienne. Et il y avait également des délégations du Qatar en Iran. Je ne sais pas exactement pour quelle raison. Aujourd'hui, j'ai demandé au professeur Miranda ce qu'il en pensait. Quelle était la raison principale? Il m'a dit qu'ils avaient eu des discussions régionales avec la délégation qatari. Et aujourd'hui, juste avant de venir en direct, on a appris que Donald Trump avait déclaré à la chaîne israélienne 12 « Je ne ferai aucun accord qui ne soit pas bon pour Israël ». C'est ce genre de chaos qu'on vit en ce moment. Personne ne sait s'il va y avoir une attaque ou pas. Hier soir, beaucoup de gens parlaient d'une attaque imminente. Il y avait des informations venant d'Irak et de Syrie, disant que des avions de chasse se dirigeaient vers l'Iran. Finalement, rien ne s'est passé hier soir. Je ne sais pas si ce soir on va avoir une attaque ou peut-être une annonce. Mais ce que je peux dire, à mon avis, c'est que ce qui ne changera pas, c'est la position iranienne. Parce qu'on entend sans arrêt qu'ils répètent « Nos conditions de base, nos points essentiels restent les mêmes. » Ils n'ont pas changé. Quelle est votre lecture de la situation? Oui, bon. Déjà, il ne faut pas trop t'en vouloir de ne pas savoir si Trump va encore bombarder l'Iran ou pas, parce que Trump lui-même n'en sait rien. D'accord? On voit bien, ils sont complètement perdus. Ce n'est pas une partie d'échecs en 5 dimensions. Hein. Ce n'est pas un grand plan secret de Trump. C'est juste qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils bluffent, ils fanfaronnent, puis ils reculent, ils envisagent toutes sortes d'options, ils essaient un plan A complètement fou, puis un plan D tout aussi absurde, et ils cherchent une porte de sortie à la situation dans laquelle Trump s'est lui-même enfermé. Et oui, c'est un zugzwang, pour reprendre le terme des échecs. Quoi qu'il fasse, ça ne fera qu'empirer les choses. C'est pour ça qu'il s'agite dans tous les sens comme ça. Et ils se rendent compte que bombarder à nouveau l'Iran a, disons, 9 chances sur 10 de ne rien changer du tout. Ils tueront peut-être encore quelques dirigeants iraniens. Ils détruiront encore quelques infrastructures. Mais ça ne fera pas capituler l'Iran. Ça ne les fera pas céder. Et ça ne fera pas renoncer Téhéran à son contrôle sur le détroit d'Ormuz. Mais ils n'ont pas vraiment d'autres bonnes options. Ils ne peuvent pas simplement accepter la défaite et s'en aller, n'est-ce pas? Parce que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Tant que la situation reste comme ça, même Donald Trump ne peut pas transformer ça en victoire. Je veux dire, à un moment donné, il essaiera peut-être quand même, mais c'est très peu probable qu'il y arrive. Moi, je m'attends tout à fait à le voir finir par se retirer d'Iran, d'une manière ou d'une autre. Oui, il pourrait recommencer à bombarder pendant un moment, puis déclarer la victoire et passer à autre chose. Mais je m'attends à ce qu'en revenant d'Iran, il s'en prenne à Cuba, juste pour se défouler un peu, parce que Cuba est dans l'hémisphère occidental. C'est une cible facile. Oui, Cuba n'a pas les forces armées, les moyens militaires, ni la position géopolitique. Enfin, tous ces éléments que l'Iran possède et qui rendent un changement de régime tellement difficile pour les États-Unis. Cuba, clairement, n'a pas tout ça. Donc oui, il se peut bien que Cuba se retrouve à payer le prix de la frustration accumulée de Trump à propos de l'Iran juste avant son départ. Et ça semble de plus en plus probable. Qu'il recommence à bombarder ou pas, même lui n'en sait rien à ce stade. Il se rend compte que de toute façon, ça ne changera sans doute rien. Il a au moins une idée du niveau très bas des stocks du Pentagone, que ce soit pour les intercepteurs de défense aérienne
ou pour les munitions à longue portée comme les Tomahawk ou les JASSM. Et pourtant, il continue de promettre, vous savez, de ramener l'Iran à l'âge de pierre, de détruire leur civilisation, Humber, de bombarder chaque pont et chaque centrale électrique du pays. Mais il ne peut pas faire ça. Ils ne le peuvent pas, parce qu'ils n'ont plus assez de munitions à longue portée pour le faire. Regardez, la Russie frappe les infrastructures électriques du régime de Kiev depuis quoi? Au moins 3 ans maintenant. Oui, c'est vrai. On est vraiment sur le fil maintenant. Ils peuvent le frapper localement et le mettre hors service quand ils le veulent. Évidemment, ils ne cherchent pas à tout détruire. Ils n'ont pas pris cette décision. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il leur a fallu beaucoup de temps pour détruire le système de défense aérienne soviétique hérité par l'Ukraine, puis pour éliminer le système de défense aérienne occidentale, importé un peu à la va-vite. C'est ça qu'ils avaient installé. Ensuite, ils ont commencé à s'en prendre, morceau par morceau, à l'infrastructure électrique. Tout ça leur a pris des années. Et oui, les États-Unis disposent de moyens aériens plus avancés que la Russie, mais pas tant que ça. Et on a appris, à travers des fuites du Pentagone, relayées par le renseignement américain dans les pages du New York Times, que l'armée de l'air américaine redoute les capacités de détection et de défense aérienne de l'Iran, n'est-ce pas? S'ils entraient dans l'espace aérien iranien pour utiliser les munitions plus proches qu'ils possèdent, plutôt que des munitions à distance comme les bombes planantes ou les JDAM, dont ils ont pourtant beaucoup, ils mettraient alors leur propre aviation en danger. Parce que l'Iran dispose de nouvelles armes et de nouvelles capacités de défense aérienne. D'abord, la détection aérienne. D'après ce que j'en comprends, c'est un système combiné. Il repose sur l'infrarouge plutôt que sur un radar actif qui lui est facilement repérable et peut être pris pour cible. Là, ils utilisent une détection non active qui s'appuie au moins en partie sur des caméras installées un peu partout dans le pays, tournées vers le ciel. Toutes ces données sont ensuite regroupées, analysées par intelligence artificielle et filtrées. Donc, cette combinaison de l'infrarouge et de ces autres systèmes leur a donné une assez bonne capacité à détecter même les avions furtifs américains, les F-35, les B-2 et ainsi de suite. Et en plus de ça, ils ont encore évidemment suffisamment de moyens de défense aérienne, des systèmes de lancement et des intercepteurs. On a bien vu tous ces avions américains tomber du ciel dans les quelques jours qui ont précédé le début du cessez-le-feu. Et ça, c'est dans les médias grand public occidentaux, pas dans les médias alternatifs. C'est eux qui le disent. Ils reconnaissent qu'en la matière, l'Iran a beaucoup trop de capacités. Et d'abord, c'est très intéressant d'entendre ça. Ces dernières semaines, on a eu énormément de fuites venant du renseignement et de l'armée américaine. Ils reconnaissent que l'Iran peut probablement tenir plus longtemps que le blocus américain. Ils reconnaissent que l'Iran conserve plus de 70% de sa capacité en missiles, en rampes de lancement, en drones, tout. Ils reconnaissent aussi qu'ils ont une défense aérienne efficace. Ils reconnaissent que l'administration Trump n'a aucune réponse à leur plan d'attaque rapide, à leurs bateaux en SM dans le détroit d'Ormuz. Et ça, à chaque fois qu'on voit des fuites comme celle-là, eh bien, ça confirme ce qu'on savait déjà, ce dont on parle depuis longtemps. Toi, moi et beaucoup d'autres dans les médias alternatifs pour la plupart. Ça confirme, oui, ça valide ce qu'on dit depuis des mois. Mais pourquoi? Pourquoi ils font fuiter ça? Pourquoi maintenant? Qui fait ces fuites? À chaque fois qu'il y a une fuite comme celle-là, il faut se demander qui l'a fait et pourquoi. Autant que je puisse en juger, ce sont des éléments à l'intérieur de l'État profond américain. D'accord? À l'intérieur de l'appareil du renseignement, à l'intérieur du Pentagone. Oui,
C'est comme un cri désespéré, un avertissement sur la gravité de la situation dans laquelle se trouvent les États-Unis et une tentative de détourner Trump d'une nouvelle attaque, non pas parce qu'ils ne veulent pas attaquer l'Iran, mais parce qu'ils pensent qu'au final, ça mettrait simplement les États-Unis dans une position encore pire après coup. Ce qui est fascinant, c'est vraiment le signe d'une situation très mauvaise, quand leur propre État profond, ou du moins certains de ces éléments, parce qu'il n'y a pas un État profond unique, il y a beaucoup de factions différentes à l'intérieur de cet État profond, à l'intérieur de ce qu'ils appellent le blob. Exactement. Comme l'a dit Ben Rhodes, l'élite de la politique étrangère et de la sécurité. Il y a, à l'intérieur de tout ça, des gens qui lancent un cri désespéré pour alerter le public, pour alerter les médias et essayer ainsi de faire pression sur l'administration Trump. En gros, ils disent « Ne faites pas ça, d'accord? N'attaquez pas à nouveau l'Iran, parce que ça risque vraiment de mal se terminer pour nous. » On se retrouverait sans doute dans une situation encore pire. Et il est clair que ce n'est pas par principe moral qu'ils font ces fuites, n'est-ce pas? Donc tout ça est vraiment fascinant. À chaque fois, il y a eu tellement de fuites vers les médias venant du renseignement ou de l'armée. Et bien sûr, tout cela, encore une fois, on le dit depuis longtemps dans les médias alternatifs. Et c'est presque à 180 degrés de ce qu'on entend dans les délires complètement fous, déséquilibrés, puérils, de vrais gamins mégalomanes de Donald Trump. Je ne sais pas vraiment à quel point, enfin, je ne suis pas historien, mais comme beaucoup, j'en suis sûr, parmi le public, je suis passionné d'histoire, un vrai amateur. Et moi, ce que j'aime surtout, c'est l'histoire ancienne. Et j'en suis venu à une conclusion. Donald Trump, c'est un peu l'empereur Commode de l'Empire romain. Vous savez, celui qui se battait celui dont le film Gladiator s'est un peu inspiré, en mélangeant plusieurs éléments. Il y a d'ailleurs des choses dans le film qui ne sont pas complètement fausses. Mais le vrai empereur Commode, lui, oui, il se battait vraiment dans le Colisée et tout ça. Eh bien, Trump, c'est le Commode de l'Empire américain. Et après Commode, l'Empire romain s'est effondré, et il s'en est jamais relevé, n'est-ce pas? Pas pendant une période vraiment significative. Et je suis convaincu, vous savez, on dit que l'histoire ne se répète pas, mais qu'elle rime. Eh bien oui, Trump et Commode, je le vois vraiment comme une sorte de réincarnation, si on peut dire, de cette créature sur le plan historique. Et c'est les États-Unis. On a vu, bien sûr, j'ai perdu pas mal de respect ces dernières années pour Tulsi Gabbard, mais Tulsi Gabbard a maintenant clairement démissionné, sous pression, en signe de protestation. Et vous savez, je suis assez sûr, et je ne pense pas que ce soit très controversé de le dire, qu'elle a essayé d'empêcher Trump de lancer une deuxième manche, ou peut-être une troisième, une quatrième. Troisième manche, ouais. Troisième manche. D'accord. Appelons ça la troisième manche. Tout dépend de quand on commence à compter. Mais disons que c'est la troisième manche, celle à laquelle Tulsi Gabbard s'oppose clairement, ou du moins contre laquelle elle met en garde, même si elle ne s'y oppose pas directement. Et vous savez, c'est aussi pour défendre les intérêts des États-Unis. Elle est partie maintenant, et l'un de ses principaux adjoints a aussi démissionné la semaine dernière. Donc, il y a pas mal de départs en ce moment au sein de l'administration Trump, alors qu'il... Marc, on vient tout juste d'apprendre, de sources au Pakistan, en Arabie Saoudite et au Qatar, qu'ils s'attendent à ce qu'un protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis soit annoncé dès demain. Allez-y. Ils disaient la même chose. La semaine dernière et celle d'avant aussi. Donc peut-être. Oui, mais je ne le compterai pas. Je ne crois pas qu'aucun président américain puisse accepter les conditions de l'Iran.
que ce soit Donald Trump ou un autre, je ne pense pas qu'un président américain placé dans la même situation puisse accepter ces conditions. Donc, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas encaisser la défaite et s'en aller. Qu'est-ce qui leur reste, à part tenter le tout pour le tout, prendre ce risque, même s'il est infime, et espérer qu'un événement imprévisible vienne changer la donne en larguant encore quelques bombes? Parce que c'est ce que font les États-Unis. C'est ce qu'ils font. Ils n'ont visiblement plus d'options du côté de la CIA ou du Mossad. S'ils en avaient encore, ils les auraient sans doute déjà utilisées. Donc maintenant, il ne leur reste que les bombes, les munitions à distance, ce genre de choses. Et pour l'instant, ils n'ont rien obtenu. Peut-être qu'ils vont tuer Mojtaba Khamenei. Peut-être qu'ils vont éliminer, encore une fois, quelques dirigeants des gardiens de la Révolution, et ainsi de suite. S'ils bombardent à nouveau, c'est presque certain que ce serait leur objectif. Ensuite, ils essaieraient de présenter ça comme un deuxième changement de régime. Et si rien ne change, ils diraient quand même, eh bien, on a renversé le régime, on les a bombardés, ils n'ont plus rien, et maintenant on s'en va. C'est possible qu'ils en aient fini, qu'ils s'en lavent les mains. C'est une vraie possibilité. Maintenant, s'ils étaient un peu plus raisonnables, ils pourraient simplement faire ça, sans recommencer à bombarder. Mais je ne pense pas qu'ils soient raisonnables. Je ne pense pas qu'ils soient logiques ou rationnels. Ce serait donc une erreur de croire qu'une personne sensée s'arrêterait maintenant, avant que la situation n'empire. Mais ce ne sont pas des gens sensés. C'est toujours dangereux d'essayer de se mettre dans la tête de quelqu'un qui ne l'est pas, qui n'est pas rationnel. Mais malheureusement, c'est ce qu'on doit faire, nous, en tant qu'analystes et journalistes, quand on couvre ce genre de situation. Oui, disons que c'est un peu dangereux pour notre équilibre mental d'y plonger trop souvent. Faut pas fixer trop longtemps, ni trop profondément. L'abîme. Laisse plutôt l'abîme te regarder en retour. Mais bon, c'est ce qu'on doit faire. Je ne vois vraiment aucune bonne option pour les États-Unis. Rien n'a changé. On est toujours dans ce jeu géoéconomique du poulet, tu sais, cette course vers le précipice, ou l'un contre l'autre, selon comment on veut le dire. Et l'Iran est enfermé dans sa propre économie, pendant que Trump se retrouve coincé à piloter une économie mondiale secouée par la crise de l'énergie. On se rapproche de plus en plus du bord du gouffre. Et même les services de renseignement américains nous ont dit la semaine dernière que l'Iran tiendra plus longtemps que ce blocus américain tenté contre lui. Ils ont maintenant bien trop d'autres options. Ils continuent, bien sûr, à faire sortir des navires en longeant les côtes pakistanaises et indiennes. Il y a aussi les routes commerciales terrestres à travers le Pakistan, la route de la mer Caspienne, les trains qui traversent le Turkménistan depuis la Chine jusqu'à l'Iran. Ils ont tout simplement trop de possibilités. On peut affaiblir leur économie, c'est certain. On peut faire en sorte qu'ils exportent moins de pétrole par tanker qu'avant. Mais évidemment, à ce stade, moins de pétrole sur le marché, ça pénalise aussi l'économie mondiale. C'est tout le dilemme. Donc, d'une certaine manière, ils se font du tort eux-mêmes et ils raccourcissent leur propre compte à rebours, si on peut dire, vers le précipice. Aucune bonne option, à moins bien sûr qu'ils aient une sorte d'étoile de la mort magique ou quelque chose du genre. Et visiblement, même les Européens étaient tellement inquiets qu'on comprend maintenant ce qu'on pensait quand Trump s'est mis, il y a quelques semaines, à parler de, vous savez, mettre fin à la civilisation iranienne. Ils étaient inquiets. Les dirigeants européens craignaient qu'ils ne finissent par utiliser l'arme nucléaire, par frustration. Même les Européens avaient peur de ça. On en avait parlé à l'époque, c'était une possibilité effrayante, mais qu'on ne pouvait pas écarter. Et ça reste une possibilité, bien sûr. On aime à penser que certains généraux américains l'en empêcheraient, qu'ils refuseraient d'obéir à ses ordres. Mais on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout.
Alors, voilà. On attend tous, en ce moment, le prochain dérapage délirant sur les réseaux sociaux de cet homme complètement déséquilibré. On en reste sans voix. Trump annule, il n'assiste pas au mariage de son fils, il ne fait pas son golf du week-end parce qu'il est à la Maison-Blanche, non? C'est presque surréaliste, non? Le monde dans lequel on se retrouve, et on nous dit que non, qu'il y a toujours ce débat en relations internationales sur le rôle des individus, sur la question de l'action personnelle face au système, aux institutions, au poids de l'histoire, de la culture et tout ça. Mais comment peut-on dire que même si ce n'est pas le facteur décisif, une figure de pouvoir absolu, obsédée par ce pouvoir, déséquilibrée comme Donald Trump, ne crée pas à lui seul, dans une très large mesure, cette situation chaotique? Et donc nous sommes tous. Vous savez, cette politique étrangère, menée sur les réseaux sociaux, est presque en train de devenir normale pour nous. Et pourtant, ça fait à peine un peu plus d'un an, même pas un an et demi, depuis le début de sa présidence. Et maintenant, on le prend tous comme quelque chose de normal. C'est déjà devenu habituel. D'autres dirigeants le font aussi. Les Iraniens le font, non? Aujourd'hui, tout fait partie de ce grand théâtre public mondial où les événements se jouent sous nos yeux. Et bien sûr, quand on se met à jouer pour le public comme ça, on change aussi, consciemment ou pas, sa propre manière d'agir. Parce qu'on est désormais sur une scène publique. Et franchement, ça ne me rassure pas du tout sur la situation actuelle, parce que ce n'est pas une bonne chose. Ça rend les reculs plus difficiles, ça complique les concessions, et ça pousse plus facilement à réagir de façon impulsive, émotionnelle, à la moindre provocation, parce que nos propres émotions, exposées au grand jour, s'enflamment face à la situation. C'est une situation tellement instable, tellement dangereuse. Vous savez, les autres grandes puissances, la Russie et la Chine, bien sûr, sont derrière tout ça, et elles soutiennent l'Iran discrètement. Et dans le cas de la Russie, peut-être plus si discrètement que ça. On nous dit, dans les médias occidentaux, que beaucoup de choses que font aujourd'hui l'Iran et le Hezbollah sont, d'une manière ou d'une autre, aidées ou fournies par la Russie. On ne peut que spéculer sur la véracité de tout ça. Mais la Russie et la Chine non seulement soutiennent l'Iran à des degrés divers, mais elles sont aussi très très inquiètes de voir cette situation leur échapper complètement, aussi bien sur le plan économique que bien sûr sur le plan militaire.